Le problème aussi, c'est que c'est tellement démocratisé aujourd'hui qu'il y a des gens, que ce soit sur Twitter ou même à la télé, qui ne comprennent pas forcément, qui vont, Mais qui les utilisent. qui vont les partager, mais mal. Et du coup, ils Ouais. jouent un peu contre nous d'une certaine manière, parce que du coup, évidemment, tu regardes comment ils vont t'expliquer la chose ou comment ils vont l'utiliser, et c'est normal que les gens soient saoulés. Tu vois, je comprends vraiment que les gens soient saoulés des stats, parce que c'est très mal utilisé souvent. Mais par contre, quand c'est bien utilisé, c'est pas possible de trouver ça inutile. Et c'est pour ça que Ouais. c'est utilisé par tous les clubs aujourd'hui, c'est devenu incontournable. Ouais. Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous? Voici le deuxième épisode de Talk with Dave. Pour le premier épisode, j'avais invité notre cher Lafrit catalane que vous connaissez bien. Cette fois-ci, on va un petit peu en dehors du FC Barcelone et on retrouve Data Football. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Je suis content de faire cette vidéo avec toi parce que tu fais partie des créateurs de contenu que j'apprécie, ne serait-ce que même sur le côté humain. Les fois, on a pu discuter un petit peu. Il y a un bon feeling et on sent que voilà, il y a une bonne énergie qui se dégage de toi. Donc ça fait plaisir. Je suis très content que tu m'aies proposé ce petit échange. Trop bien, trop bien. J'espère que tu es prêt à passer à la casserole et à mon tour, bien évidemment, Voilà. de dire bravo pour ce que tu as fait. Si je t'invite, c'est vraiment parce que j'apprécie énormément ton contenu. Donc après, on va en parler, je pense, dans la vidéo, mais que ce soit sur Twitter et également sur YouTube avec les nombreux, justement, contenus que tu peux produire. Donc un grand bravo à toi, en tout cas, pour les travaux que tu peux faire. N'hésitez pas tout de suite à aller checker ce qui se passe, surtout sur Twitter et sur YouTube, parce qu'il y a plein de choses diverses et variées. Vous allez voir, il va expliquer tout ça, bien évidemment, dans la vidéo. Mais c'est un petit peu différent les deux. Donc vous abonnez à tous les canaux qu'il peut y avoir autour de Data Football. Et comme d'habitude, vous l'avez compris, on va toujours poser cette première question à l'invité de cette émission. Cette première question qui est: quel est ton premier souvenir avec le ballon rond, avec le football? Alors, premier souvenir, je te dirais comme ça. Alors moi, je suis né en 1997, tu vois, j'ai 28 ans. En fait, il faut savoir, je pense qu'il faut contextualiser d'abord mon rapport, enfin mon arrivée, tu vois, dans le football. Elle est particulière parce que ce n'est ni par ma famille, ni par mes amis. Ce qui, je pense, touche la plupart des gens, ils vont de cette manière-là, tu vois. J'avais pas vraiment de raison, moi, d'arriver dans le football à la base. Mon père regarde des matchs de temps en temps, il a joué pas mal au foot quand il était plus jeune, mais il supporte pas d'équipe en particulier. Alors maintenant que j'en supporte une, il la suit un petit peu, mais de base, non. Tu vois, il m'a pas transmis ça, tu vois. Il regardait pas, par exemple, de matchs de championnat, etc. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est plus des Coupes du Monde, tu vois. J'ai la Coupe du Monde 2010, quelques souvenirs, on était en vacances en Espagne, il met quelques matchs et tout, des trucs comme ça. Assez vague, tu vois, parce que on m'avait pas transmis cette passion-là. Les amis que j'avais, il y en avait aucun qui était fan de football. Donc tu vois, moi je faisais un peu partie de ceux qui, même maternelle, primaire et tout, déjà à l'école, je fuyais le terrain de foot, tu vois, ça m'intéressait pas du tout. J'étais même presque, je dis presque, j'étais dans la team. Pas anti-football, mais la triste team, c'est 11 personnes qui courent derrière un ballon, tu vois, la tragique team, comme ça, tu vois, je me rendais vraiment pas compte. Et en réalité, mon arrivée dans le football, tu vois, donc si... J'ai des souvenirs avant ça, mais ce qui a déclenché le fait que je sois passionné, c'est un match, ça doit être quoi, 2000, je sais plus exactement, j'avais 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, tu vois, je tombe sur Paris-Montpellier, je crois, 5-2, but de Pastore, de Zlatan, etc. Et en réalité, je tombe sur ce match-là. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai oublié un petit détail, j'avais eu la PS2 et en fait c'était un ami de mes parents qui m'avait donné sa PS2, ça s'en servait plus, la PS3 avait dû sortir ou je sais plus exactement pourquoi, mais il y avait FIFA 8 dessus, je crois que c'est Ronaldinho sur l'affiche, je sais plus trop qui y avait dessus, FIFA 8, mais et en fait moi j'aimais pas forcément le foot, mais j'aimais bien les jeux de simulation. Et du coup, je jouais, mais je me mettais en facile, je mettais des 21-0, il n'y avait aucun enjeu, tu vois, ça servait à pas grand-chose. Mais en réalité, c'est le premier petit pas, c'est-à-dire que, bon, ok, des fois, il y a mon père qui me montre des matchs de Coupe du Monde, mais ça m'intéresse pas, je comprends pas trop les règles, etc. Deuxième petit pas un peu fun, du coup, qui m'emmène là-dessus, FIFA.
Ouais. Et ce jour-là où je tombe, je sais plus pour quelle raison, peut-être chez des amis à mes parents, j'ai regardé le match. Et là, je fais waouh et tout, ça joue bien. C'est trop et bien. en fait, c'est de ce fait-là, j'ai suivi par la suite les matchs du Paris Saint-Germain parce que c'est la première équipe sur laquelle je suis vraiment tombé et qui m'a un peu accroché. Donc je suis le PSG depuis l'arrivée du Qatar, réel, mais j'aimais pas le foot avant. Donc je savais même pas que avant il y avait tu vois, le Qatar ou pas le Qatar. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment ça qui m'amène dans le football et après je me suis pris de passion assez vite. Ok, très vite par rapport à ça. Et donc tu suis au départ, je pense, donc le PSG, un petit peu forcément la Ligue 1 directement. Et après, est-ce que le goût des championnats étrangers, est-ce que le goût d'autres équipes commence à arriver, vient à ce moment-là, en plus dans la période dans laquelle tu parles, il y a forcément le grand FC Barcelone de Pep Guardiola au tout début. Il va y avoir le Bayern Munich aussi qui va faire des gros scores à ce moment-là. La décima du Real Madrid, elle n'est pas très loin. Toi, à ce moment-là, est-ce que tu commences à regarder un petit peu ce qui se passe à côté ou encore une fois que le PSG et la France? Plutôt le PSG. Via des sites pirates, tu vois, parce que chez moi on n'a pas Canal, on n'a pas les chaînes, etc. On comprend. J'avais plus pendant longtemps j'ai eu ce rapport-là au football, c'était uniquement à travers le Paris Saint-Germain. Et je serais pas loin de dire que le fait de vraiment regarder constamment des championnats étrangers vient plutôt de ce que je fais actuellement. D'accord. À l'époque, j'étais un peu monocentré sur le Paris Saint-Germain. Je me rappelle pas forcément que j'allais de moi-même regarder trop régulièrement des matchs d'autres équipes. Peut-être, en Ligue des Champions, tu sais, de temps en temps. Et c'est vrai que du coup, je dois rattraper pas mal de choses parce que j'ai pas une énorme culture foot, tu vois. Je pense que depuis 2017 à peu près, là c'est ok. Avec le nombre de choses que j'ai pu regarder ou voilà. Mais avant ça, non, pas forcément. Tu vois, j'ai pas trop profité du Barça de Guardiola ou des choses comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'exprime jamais en all-time ou des trucs comme ça. Je vais jamais dire c'est le meilleur joueur all-time. Tu vois, non, parce que déjà, qui a vu les joueurs all-time, tu vois, qui peut se vanter de ça? Qui a vu Pelé? Et puis, et puis même, tu vois, une poignée de personnes. Et même, dans mon vécu de supporter, dans mon expérience, lui, c'est le meilleur joueur que j'ai vu ou pas. Mais voilà, et ça s'arrête là. Mais non, ça, je le reconnais facilement. Historiquement, j'ai pas une super grande culture foot historique. Ok, et par rapport à ça, toi, est-ce que tu essayes de la travailler aujourd'hui en essayant d'aller regarder des contenus à droite à gauche, d'anciens matchs, ou est-ce que tu te dis, bon, ça va partir au passé et j'essaye déjà d'apprendre ce que je connais actuellement et ce qui va advenir plutôt que de me concentrer sur ce qui s'est passé avant? Il y a de ça. En fait, si tu veux, c'est un petit peu compliqué puisque déjà l'activité que je fais, regarder les matchs, suivre ce qui se passe actuellement, ça prend déjà un temps fou, tu vois. Énormément. Si tu veux juste être... si tu veux être OK sur juste ce qui se passe à l'heure actuelle, va trouver du temps après pour regarder des matchs tu vois, de l'époque. Donc, c'est pas forcément évident. C'est une de mes volontés. J'aimerais bien pouvoir le développer plus. On va dire que pour l'instant, je le suis plutôt à travers des réseaux, par exemple des tweetos, tu vois, je pense à Machado, tu vois, je sais pas si tu connais, qui partage des fois du contenu un peu historique sur Ronaldo, lui, plus souvent, mais sur pas mal d'autres joueurs, et c'est assez intéressant, tu vois, ça permet des fois de resituer quelques trucs, de voir comment un joueur a été utilisé. Il y a aussi souvent, tu sais, il y a tout un débat de est-ce que... comment on a pu réécrire parfois l'histoire, tu vois, de certains joueurs. Je pense notamment à Guti, tu vois, il y a pas mal de gens qui disent que, tu vois, moi par exemple, je l'ai pas forcément vu jouer, mais de ce que j'ai compris, il y a eu pas mal de réécritures. C'est un joueur qui a du ballon, mais qui paraissait sans doute très irrégulier, et du coup, aujourd'hui, on garde que le meilleur, un peu comme... alors pourtant, c'est un joueur que j'adore. Lui, pour le coup, j'ai rattrapé pas mal de matchs parce que c'est un joueur, je crois que je l'ai découvert en Ligue des Champions, Özil. Et en fait, j'ai souvent regardé ces très bons matchs, tu vois, donc j'ai vraiment aimé le joueur, mais j'ai aussi le recul de me dire, en tout cas de tous les témoignages que je peux lire, qu'il pouvait être assez irrégulier aussi de temps en temps. Donc en fait, l'irrégularité, ça c'est quelque chose qui est moins pris en compte quand les années sont passées. Tu vois, quand le gars ne joue plus actuellement, comme on se souvient généralement que du meilleur, on a du mal à mettre en perspective. Tout à fait. Ouais, non, faut faire gaffe à ça, surtout que, comme tu le dis, en fait, ce qui va rester, c'est souvent les images fortes.
un Guti qui va faire une passe décisive en talonnade, ça fait le tour du monde, et tu as l'impression qu'en fait c'est ça ce qu'il a fait sur tous les matchs d'une saison. Or, ce qui fait généralement qu'un joueur est un très très grand joueur, c'est plus la constance finalement qu'autre chose. Donc oui, c'est très important, et c'est surtout très dur d'avoir cette connaissance quand tu l'as pas énormément vécu. Et même, tu sais, tu parlais de Özil, mais même encore un plus grand joueur que ça, genre un Zinedine Zidane, plus on avance, je sais pas si tu le vois, il y a un débat énorme sur lui. Exactement, il y a un énorme débat sur lui en mode, mais nous quand on y était, en vrai il y avait des moments où il défendait pas trop, il était un peu invisible dans les matchs et tout. Donc tu vois, plus on avance, plus en fait, on va s'appuyer sur les gens qui l'ont vraiment vécu finalement le truc. Donc tu sais que ça soulève un truc que je suis en train de théoriser un peu effrayant, mais je pense, tu vois, tu peux avoir pour les meilleurs joueurs, les joueurs qui jouent le plus, ils peuvent parfois jouer entre 50 et je sais pas, peut-être même 62 matchs par saison, tu vois, dans certaines typologies de saison, là, Coupe du Monde, etc., tu vois. Carrément. Selon moi, tu vois, j'avais regardé 18 très bons matchs peuvent suffire à être dans la discussion du Ballon d'Or sur 62. Tu vois, tu prends les meilleurs matchs dans ta ligue contre les adversaires les plus gros et aller entre 6 et 9 matchs de Coupe d'Europe. Et ça peut suffire, même si t'es nul sur quasiment tout le reste des matchs, tu vois. C'est triste, c'est super triste, tu vois. Et alors je dis pas ça de Zidane ou quoi, parce que moi non plus, je l'ai pas vu trop évoluer, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qui semblait revenir, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de gens qui disaient mais quand on l'attendait, il était toujours là. Alors de ce que j'ai compris, pas forcément toujours. Il y a un Euro qu'il a raté ou une Coupe du Monde, je sais plus exactement, où il est fort que dans un match, si j'ai bien compris, et en fait sur le reste il se loupe un peu. Mais tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Les joueurs qui sont là dans les très gros moments écrivent l'histoire, tu vois. Du coup, forcément, parce que c'est les moments où tu as le plus de pression, même en tant que supporter, mais même en tant que joueur, et t'en attends beaucoup de ton équipe. Et ça va suffire à créer une légende. Et donc après, c'est à quel point le gars a été constant ou pas. Mais je pense que les gens s'en fichent un peu avec le temps. C'est ça. Du coup, à quel niveau on met l'importance d'être régulier sur tous les matchs, même ceux contre les plus petites équipes, ou est-ce que 18 matchs sur 60 suffisent dans une saison, tu vois. C'est quelque chose que je suis en train de réfléchir un peu ces derniers temps, mais c'est très intéressant. J'ai un peu cette impression-là. Mais c'est très intéressant, et je pense même que ça peut rejoindre d'autres facteurs qui sont un peu... quelle n'est pas l'importance dans le football, mais est-ce que finalement l'importance dans le football, c'est pas de gagner les trophées les plus populaires, mais est-ce que finalement les trophées les plus populaires, c'est ceux qui sont les plus significatifs? Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais est-ce que finalement, des fois, remporter une première ligue où tu as 38 journées, tu affrontes toutes les équipes, aller-retour une fois, toutes des équipes super fortes, des fois, c'est pas plus compliqué que d'aller chercher des trophées qui, certes, sont regardés par encore plus de gens, par exemple la Coupe du Monde, et te dire, tu vois, la problématique, c'est comme c'est regardé par plein de gens, ça va rester dans la mémoire des gens, alors que finalement, en fait, ce qui était le plus dur dans une saison, c'est d'être bon de septembre jusqu'à mai du championnat et d'être constant, tu vois. Mais ça, c'est un débat aussi que je trouve super intéressant et qui est des fois dur à poser, parce que ce qui reste en mémoire, finalement, ça va être une Coupe du Monde, parce que voilà, tu as la pression, tu as je sais pas combien de milliards de personnes qui te regardent, et que ça joue aussi, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. C'est complexe. Comme pour les entraîneurs, tu sais. Conte qui va gagner plein de championnats, Antonio Conte, mais qui pour autant en Europe est vraiment pas bon comparé à la stature qu'il peut avoir, tu vois. Et ça pose débat. C'est une question de point de vue. Après, je pense que la régularité est importante. C'est sûr. Ça reste différent. Autant, tu vois, par exemple, des joueurs qui vont enchaîner les premières ligues, c'est très dur, c'est très éreintant. À la fois, ça reste quand même un championnat qu'ils connaissent, donc ils ont des repères. C'est vrai. Peut-être que tu as moins de repères en Coupe du Monde, en Ligue des Champions, parce que tu affrontes des équipes de continents différents. Je crois que c'était Franck Hez ou... je sais plus, je crois que c'était Franck Hez à l'époque où il était au RC Lens. J'avais regardé une de ses interviews et il en parlait de ça, tu vois. Il parlait du fait d'affronter des équipes de championnats différents et que même si tu affrontais en Ligue des Champions, tu vois, toi tu es 3e en Ligue 1 et tu affrontes, je sais pas, celui qui est actuellement 8e dans, je sais pas, en Espagne ou même dans un championnat moins grand que ça, tu vois. Mais il disait ça reste difficile parce que c'est quand même une autre manière de voir le football et tu vois que parfois c'est même deux mondes différents et il dit on s'en rend pas forcément compte à la télé, mais en tant qu'entraîneur on fait face à des problématiques quand même particulières. Donc
bon, les plus grands ont tout gagné de toute façon, donc tu c'est vois, ça, c'est ça. ça c'est réglé. Mais après, ce que tu disais là, pourrait être mis en perspective avec le fameux débat. Tu sais, sur Ibra qui a pas forcément brillé dans les gros moments. Ouais. Là où on dit souvent, Giroud, lui, a, tu vois, une Coupe du Monde, un palmarès de malade. C'est vrai, D'ailleurs, il a un catalogue de buts de fou. Ouais. Ibra a un talent qu'on reverra, enfin, tu vois, une fois tous les 20 ans, tu vois, surtout pour un avant-centre et tout. Mais tu vois, et c'est ce genre de débat-là. Est-ce que, avoir été bon en championnat, ça suffit? Est-ce que si? Est-ce que ça? Exactement. Après, je pense que, tu sais, on débat souvent sur qu'est-ce qu'une légende ou quoi, mais en fait, je pense que il suffit de dire on s'en rappelle en fait. Le gars on s'en rappelle et voilà. Ibra il marquera tout le temps et c'est comme ça. Tu vois. C'est trop bien. Ouais, il y avait ces débats là aussi, un peu avec Eden Hazard aussi. Ça peut rejoindre un peu des fois. Ouais, c'est vrai. Et pour en revenir un petit peu plus à toi, tu m'expliquais tout à l'heure que tu es arrivé aussi un petit peu par le jeu vidéo avec la PS2, etc. qui est arrivé. Est-ce que indirectement ça a un petit peu une influence sur la manière dont toi tu as appréhendé aujourd'hui ton contenu? Donc tout ce qui va être un petit peu data, etc. ou pas, puisque tu passes un petit peu par le jeu vidéo, ou peut-être pas du tout. Et justement, est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette approche que tu as eue? Moi, la question aussi que je me suis posée, donc tu pourras peut-être même répondre aux deux, c'est est-ce que déjà quand tu commençais à regarder le foot, tu le regardais avec cet œil-là, un petit peu plus data, ou au tout départ, quand tu le regardais, c'était même pas du tout dans ton esprit et tu t'intéressais pas aux chiffres, aux possessions, etc. Ou dès le départ, tu avais un regard par rapport à ça? Alors, je suis nul en maths. Déjà, genre, tu vois, alors nul en maths. Pour moi, c'est relatif parce que tout dépend de la manière d'enseigner. Je pense juste que j'ai pas la logique mathématique initiale. Okay. Ce qui fait que d'un prof à l'autre, j'ai pu avoir 5 de moyenne et 16. Ça dépendait d'à quel point... Non, mais ça dépendait d'à quel point le prof, tu sais, était pédagogue. Et... donc la logique matheuse de base, bête et méchante entre guillemets, hein, mais j'ai parfois du mal. Je suis quelqu'un de plus littéraire au global. Non, c'était pas du tout mon approche. Je consommais pas le football de cette manière. Je pense que ça a corrélé avec ma prise en maturité, le fait de grandir, d'en regarder de plus en plus. En fait, si tu veux, ce rapport-là, il est notamment venu du fait qu'en grandissant et à travers ma manière de consommer le foot aussi, je pense parce que j'ai pas été baigné tout petit. Je vibre dans du foot, j'ai déjà pleuré, etc. Mais pour autant, je pense avoir un rapport moins... Alors moi, je dis sectaire parce que c'est l'impression que j'en ai parfois. Dans le sens, tu sais, dénué de toute objectivité, même si on n'est jamais 100% objectif. Et surtout... c'est même pas dénué d'objectivité, mais c'est se forcer à détester certains joueurs, à surprotéger certains joueurs, ou son club, ou son président. Non, moi je supporte le PSG, je supporte pas Nasser, je supporte pas tel joueur, tu vois, enfin, et ce truc-là... avoir des agendas, quoi, comme on dit. Ouais, et c'est... Avec les réseaux sociaux, etc., t'as l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes comme ça, tout le monde est très... soit noir soit blanc, tu vois, c'est très trans, il y a plus de recherche de nuances ou de vérité. Les gens ont déjà fait leur choix et en fait peu importe ce que tu peux leur dire, ils s'en foutent et voilà. Et moi c'est quelque chose qui me dérange un peu, c'est pas du tout ma manière de consommer le foot. Je regarde jamais tu sais, les médias traditionnels télévisuels de football, j'en consomme aucun. J'ai essayé, mais j'ai vraiment du mal. J'ai rarement l'impression, à part si peut-être parfois c'est les débriefs Canal ou les entre-rencontres et tout, ça va. Je trouve qu'ils essayent quand même, tu vois, ils sont assez pertinents et en plus ils ont essayé d'inclure de la data un peu. Mais sinon, j'ai quand même souvent eu du mal. J'ai l'impression qu'on cherche plus le buzz que vraiment la pertinence, tu vois, et d'élever le débat foot, d'apporter tactiquement, etc. Voilà, si tu consommes que ça, je pense qu'il n'y a aucun monde où tu vas t'améliorer dans la manière de consommer le contenu foot. Alors heureusement aujourd'hui il y a YouTube et des créateurs comme toi ou d'autres, tu vois, et c'est cool, tu vois, ça permet d'enrichir sa culture foot et tactique. Mais ouais, du coup moi, voilà, tu vois, j'aime le débat, mais le bon débat, le fond, tu vois. Et aujourd'hui, deux supporters d'un même club peuvent penser quelque chose de diamétralement opposé sur un même joueur. C'est tu sûr. Vois, pourtant de leur club, alors qu'ils le voient jouer tout le temps. Clairement. Donc,
une fois que toi, tu as donné tes arguments et moi aussi, qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que je dis souvent, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Et Qu'est-ce qu'on en je fait, pense ouais. que c'est ouais, et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu amené vers la data, tu vois, Ouais. parce que ça rajoute du contenu supplémentaire au débat. Ouais, Et carrément. bah, si tu veux, c'est venu de moi-même, puisque de toute façon, comme je ne suis pas allé par les mathématiques, Mm. en fait, initialement, il y a deux personnes que je vois partager un peu de la data à cette époque-là. Donc, quand je te dis ça, on est en 2019, tu vois, à peu Ok, près. c'est vers 2019. 2019 et, Ok. et moi, la page est créée en 2020. Ok. Mais je commence un peu à avoir un œil là-dessus, ouais, de 2019-2020. Enfin, peut-être au cours de l'année 2020, parce que le compte Twitter est créé fin d'année, en décembre. Ok. Ça doit être ça, tu vois, on est à peu près dans ces eaux-là. Et en réalité, il y a Ben Charrier, qui est actuel coordinateur sportif à l'Olympique Lyonnais, qui Ok. partage quelques fois des stats, bah, peut-être FBRF, tu vois, je Oui, ouais. crois, à l'époque. Et Ismaël, qui était à Coparena avant et qui aujourd'hui travaille avec Flo Tognuti, que je ne sais pas si tu connais, qui est analyste. Non. Et du coup, Ismaël, lui, qui avait une chaîne YouTube également, Ok. et qui commence à partager un petit peu des radars statistiques, etc. Donc, ce sont les deux premiers voilà, qui me mettent un peu là-dedans. Ça te parle, ok, Et dès le départ, ouais. ouais, et je me dis, ok, j'aime cette manière de voir les choses, j'aime ce que ça peut apporter au débat, même Ok. si faut le nuancer et il faut toujours. Je Ouais, dis souvent, c'est un autre débat, mais c'est comme la VAR, la data. Les c'est gens qui ça. sont réticents se trompent un peu dans le sens où la VAR, c'est juste une vidéo. Tu ne peux pas ne pas aimer une vidéo qui montre des images. C'est juste l'utilisation. Dans les deux cas, il y a un humain qui est derrière, tu vois. Exactement. Mais ouais, et c'est vraiment ça qui commence à Ouais. m'amener là-dedans. Et ça me parle parce que j'ai une manière plus peut-être stricte de consommer le Ouais. contenu, moins. Enfin, je dirais pas moins passionné, mais tu vois, comme je disais, un peu moins sectaire. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Et par rapport justement au fait que tu viens juste un petit peu d'en parler, mais je trouve que moi qui ai regardé un petit peu le foot, juste un petit peu avant toi, je suis de la même génération que toi, mais j'ai commencé peut-être un tout petit peu plus tôt, même si j'ai pas commencé très très jeune. Je Mhm. trouve que la data, elle est vraiment arrivée à partir d'une certaine date. C'est-à-dire qu'avant, ok, il y avait les grands chiffres, etc. Mais même, enfin, ne serait-ce que la stat, pour moi, la stat phare qui montre l'avènement de la data, c'est la Mhm. XG. Bon, tu pourras me dire Ouais, que non, etc. Mais c'est vraiment la stat qui a si. démocratisé le truc Mhm. et tout, tu vois. Ça arrive à peu près vers, je sais pas, j'ai un ordre d'idée, mais plus 2015, etc. Et à ce moment-là, on a une confrontation qui, enfin, au départ où ça arrive, enfin, tout le monde en parle, dit ouais, c'est intéressant, etc. Puis après, ça commence à prendre un poids qui est important dans l'analyse, et t'en as un petit peu parlé, mais il commence à y avoir un clivage, pardon, entre deux camps, ceux qui vont dire ah mais la data ça sert à rien, etc. Arrêtez avec les stats, les data machin, et un autre camp qui va dire bah non, et qui voit des fois à certains moments on va même la surutiliser. Et aujourd'hui, on en a plein, etc. Mais tu as toujours des fois des gens qui vont te dire la data, franchement, ça ne veut rien dire, ça ne sert à rien. Arrêtez de vous appuyer sur ça. Enfin, pas vous appuyer sur ça, mais arrêtez de la montrer. Je veux dire, tu peux très bien avoir 5 XG dans le match et pourtant tu vas le perdre et tout. Finalement, ça prend beaucoup trop de place alors qu'avant, on arrivait bien à ne pas l'utiliser. Ça fonctionnait très bien de cette manière-là. Toi, comment est-ce que tu perçois un petit peu cette chose-là? Alors, ouais, c'est ça. Bon, il y a de la réticence, mais ça, c'est comme pour toute évolution. Tu vois, Internet, il y a eu de la réticence. L'IA, actuellement, il y a de la réticence. Ouais. Alors, il faut savoir que c'est beaucoup plus vieux que ce qu'on pense. Je crois que c'est Ok. déjà. Je sais plus exactement, mais je sais même pas. Ouais, avant 2010, il me semble. Ou alors 2012 max, mais je crois que c'est avant 2010 que Arsenal rachète une compagnie de statistiques avancées, tu vois, Ok. pour préparer ses mercatos, pour l'analyse de ses joueurs avant et après match. Ok. Donc, en fait, ça a commencé plus tôt que ce qu'on pense, mais c'est juste que ça a resté dans ce cadre Des privé, si clubs. on peut dire, en Ouais. tout cas très professionnel, ouais. Je me souviens même que, bon là du coup c'est plus dans les eaux que tu as pu citer, mais Leicester, tu vois, qui va chercher Kanté grâce aussi à ses stats très avancées, notamment stats physiques, athlétiques avancées, dans les récupérations de balles, etc. Tu vois. Donc oui, ça existe depuis plus longtemps que ça n'est vraiment très public. Ouais. Après, pour ce qui touche au XG, effectivement, je pense que c'est la stat phare qui a démocratisé tout ça. Disons que, bah, tu vois, moi, j'ai commencé, comme je t'ai dit, en décembre 2020. Ouais. Et bah, de par même l'évolution du nombre de personnes qui a pu me suivre, etc.,
et à quel moment ça a décollé. C'est en 2023 qu'il y a vraiment eu le plus d'engouement dans mes stats, en tout cas personnelles. Après, je pense que vraiment depuis 2020, on commence à l'entrée. C'est mainstream, tu vois. C'est vraiment dans le débat public constamment depuis 2020 environ, tu vois. Et ouais, alors ça fait débat, mais pour moi, c'est un faux débat dans le sens où les gens qui sont très réticents, en fait, ça m'est jamais arrivé de parler avec quelqu'un qui était réticent, de lui expliquer et qu'il soit toujours réticent. C'est juste qu'en fait, à chaque fois, enfin, je dis pas qu'il va devenir fan, mais la personne à chaque fois va se dire ah ouais, en fait, j'avais pas compris. Donc soit parce que les médias, parce que les médias l'ont mal expliqué, soit tes potes l'ont mal expliqué, mais dans tous les cas, il y a une incompréhension quelque part. Les médias n'aident pas dans tous les cas. Alors là, ça commence parce qu'ils commencent à comprendre que ça va devenir indiscutable entre guillemets que voilà, actuellement c'est une des bases du football moderne, la data. Tu vois, la plupart des clubs qui ont mis du temps à se l'approprier ont connu des retards. Parfois dans leur, tu vois, on pense à l'Olympique Lyonnais qui a mis du temps à se mettre à jour, etc. Ça devient incontournable. On a pu voir aussi des belles histoires avec Toulouse, avec Brighton qui, tu vois, on parlait des XG, mais il y a aussi des clubs qui ont été un peu les porte-drapeaux de la data. On disait les clubs data, les coachs FM, les clubs data, les trucs comme ça. Tu vois, ça a un peu popularisé cette approche-là, tu vois. Et ouais, mais en fait, ça c'est pareil. Tu vois, que ce soit Toulouse ou Brighton, mais quand tu vas regarder les gros organismes statistiques actuels, ça va être Wisecout, StatsBomb, Opta, par exemple. Et bien, quand tu vas regarder leurs partenaires, en fait, tu vois que tous les clubs travaillent avec la data. Et on a souvent associé les clubs data. Alors, c'est à quel point tu vas être commandé par la data dans ton recrutement. Mais tous les clubs travaillent avec les organismes de stats avancés actuellement. Tu vois le Real, City, Paris, etc. Donc, c'est incontournable, ça, c'est sûr. Maintenant, il y a eu un truc un peu boomer dans les médias mainstream. Tu sais, une volonté peut-être de descendre la data, de ne pas ouvrir la porte. À l'époque, on était un peu mis de côté. Ouais, c'est les geeks, c'est les ratés qui n'ont pas compris le foot, qui ont raté leur carrière là-dedans et du coup qui veulent trouver une autre branche. Non, mais vraiment, on m'a déjà dit ça. Tu vois, il y a des journalistes qui m'ont déjà dit ça. Et en réalité, je pense que le temps nous donne raison, que les exploits de certains clubs aussi. Qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas possible de s'en passer parce que quand tu peux aller chercher des joueurs inconnus au bataillon beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement que tu l'achètes, je sais pas, 500 000 et que tu le revends 50 millions, tu vois que tu fais des coups comme Kuzanov à Lens par exemple. Une fois que tu as goûté à ça, tu peux plus t'en passer, tu vois. Enfin, quand tu vois l'apport que ça peut avoir, et c'est pas pour autant qu'il faut l'ériger en tant que maître. C'est un bon serviteur, c'est un mauvais maître. Il faut s'en servir. L'utilité principale, première, c'est que ça te fait gagner du temps. Là où avant, tu avais besoin d'envoyer des scouts, enfin du temps et de l'argent. Des scouts dans toute l'Europe. Tu devais en payer, je sais pas combien. Ils devaient aller voir des matchs. C'était très chronophage parce que tu peux suivre qu'une équipe, etc. Bah là, tu peux déjà, de par la data, trier. Selon les profils que tu as besoin, puisqu'aujourd'hui en statistique avancée, même moi, de mon humble niveau, on va dire, j'arrive à faire du clustering. Tu vois, par exemple, pour les milieux, à travers ces stats, ça c'est un box-to-box, ça c'est un meneur de jeu, ça c'est un sentinelle, etc. Donc du coup, tu identifies les profils. Si tu as un joueur qui a identifié sentinelle, qui s'en va de ton club et que tu as besoin de le remplacer, je vais identifier les profils sentinelles. Après, on va aller checker et tu vois, tu n'as même plus besoin de te déplacer. Tu as des organismes comme Wisecout qui te permettent de faire du scouting directement de chez toi à travers la vidéo. Donc en fait, ils font des matchs en caméra isolée sur un joueur. Du coup, tu peux voir... tu vois l'action du joueur et tu as environ 20 secondes, donc les 10 secondes avant qu'il touche la balle, le toucher de balle et les 10 secondes après. Et au final, tu vas pouvoir voir le match entier du joueur, mais en 15 minutes, tu vois. Ça va t'économiser pas mal de temps. Et du coup, voilà, une fois que tu expliques vraiment à quoi servent les datas, c'est dur de dire que c'est inutile, même que ce soit les XG. Oui, tu peux avoir 5 XG et perdre un match, mais c'est parce qu'en fait, l'intérêt des XG et de tout ça, c'est d'analyser plus loin. C'est-à-dire, c'était Franck Hez, là pour le coup, qui le disait aussi. J'ai regardé pas mal d'interviews quand il était à Lens. Il avait une petite interview. Il y avait un tableau blanc et tu vois dessus il mettait certaines statistiques après les rencontres de Lens. Et tu vois par exemple il mettait, je sais pas, si tu as eu plus de corners que l'adversaire, tu as 1 point, etc. Et en fait à la fin ça lui permettait de nuancer aussi le match de son équipe. Peut-être que Lens a perdu, mais peut-être que Lens avait les armes, aurait pu faire mieux, tu vois, en tout cas a bien produit dans le contenu.
c'est ce qui on ont découlé plus tard les expected points, les fameux expected points, donc qui se basent en gros sur les XG qu'une équipe a produit et a subi au cours d'une rencontre. Au fil de toute une saison, on va avoir un classement. Donc tu as le classement réel, par exemple de la Ligue 1, tu as le classement aux expected points. Et tu vois, par exemple, il y a eu des saisons où Lille aurait été premier. Je crois que c'était 2023, mais ils ont été peut-être 4e en réalité. Et parce que gros manque dans la finition, le gardien qui au cours de la saison n'a pas été au niveau. Et pour autant, la saison où ils gagnent le titre, en fait, ils ne sont pas premiers aux expected points. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a Burak Yilmaz qui te met des buts sortis de nulle part. T'as Maignan au cash qui est le gardien qui te sauve le plus de buts, etc. Et en fait, tu sais, t'as des équipes qui sauvent des entraîneurs et inversement. T'as des équipes qui, parce qu'ils ont les pieds carrés, parce que le gardien est un fromage, ils vont te faire virer un entraîneur alors que la tactique en soi permet de ne pas trop subir d'occasions et de s'en procurer. Mais sauf que l'entraîneur en question, du coup, il subit un petit peu le fait, la sous-performance, c'est ça qu'on dit de ces joueurs. Et parfois, tu as une grosse surperformance, c'est-à-dire que Lille gagne le titre, grosse surperformance, des joueurs qui sont... Tu sais, c'est un petit peu quand tu regardes et que tu dis « Ah tout leur réussit ». Tout leur réussit cette saison. Comme Lens l'année où ils finissent 2e. Tout leur réussit, etc. Mais pareil, tu avais des joueurs qui marquaient de l'extérieur de la surface, etc. C'est des choses qui sont difficilement reproductibles au fil des saisons. Il y avait Alan Pardew à Newcastle, une saison qui finit 5e, je sais plus, c'était dans les années 2010, 5e de Première Ligue. Non, c'est Newcastle ou non, je sais plus. Mais qui finit 5e avec une équipe en tout cas qui n'est pas habituée à arriver aussi haut dans le classement en Première Ligue. Et en réalité, il est prolongé parce que du coup c'est une performance extraordinaire au niveau du club à cette époque-là. Et en fait, en réalité, quand tu regardais les expected points, l'équipe ne méritait pas, mais n'avait pas produit assez pour être 5e techniquement. Il y avait eu de la surperformance. Du coup, il est prolongé. Et en fait, l'année d'après, ils finissent, mais peut-être, je sais plus, 15e, quelque chose comme ça, tu vois. Et en fait, quand tu regardes, ils ont produit quasiment autant de XG, ils en ont concédé quasiment autant, mais juste, les joueurs ne sont plus en surperformance individuelle, en apothéose. Et du coup, il se fait virer. Mais il se fait virer alors qu'il a produit pareil que la saison d'avant. Mais c'est juste que ces joueurs ne l'ont pas sauvé cette fois-ci, tu vois. Et voilà, donc c'est un grand sujet, mais si, évidemment que les stats sont super importantes. Les expected points, là, ce que je viens de te dire, c'est utilisé par Liverpool. Ils ont recruté Klopp à travers ça aussi. Parce que c'est pareil, Klopp, tu vois, qui est les premières saisons à Dortmund exceptionnelles. La dernière, je crois qu'il finit 7e. Les médias, tout le monde lui tombe dessus. Tu vois, ils sont un peu durs avec lui. Il est compris, sa stratégie est comprise et tout. Mais non, Liverpool voit que, non, dans les expected points, tout va toujours bien. Il a perdu Lewandowski, c'est Immobile qui est arrivé. Immobile a du mal dans la finition, etc. Il y a toujours des nuances et les statistiques avancées, ça te permet de nuancer, de regarder plus loin que le bête et méchant score ou il a gagné, il a perdu. Non, mais ça c'est pas sérieux dans l'analyse, tu vois, des rencontres, etc. Donc, toujours essayer de comprendre. Et les stats le mettent bien en valeur. Mais c'est que souvent, le problème aussi, c'est que c'est tellement démocratisé aujourd'hui qu'il y a des gens, que ce soit sur Twitter ou même à la télé, qui ne comprennent pas forcément, qui vont les partager, mais mal. Et du coup, ils jouent un peu contre nous d'une certaine manière, parce que du coup, évidemment, tu regardes comment ils vont t'expliquer la chose ou comment ils vont l'utiliser, et c'est normal que les gens soient saoulés. Tu vois, je comprends vraiment que les gens soient saoulés des stats, parce que c'est très mal utilisé souvent, mais par contre, quand c'est bien utilisé, c'est pas possible de trouver ça inutile. Et c'est pour ça que c'est utilisé par tous les clubs aujourd'hui, c'est devenu incontournable. Je suis totalement en phase avec toi, Et pour un petit peu revenir encore une fois à toi, tu nous as dit donc, que tu as lancé un petit peu, donc tu as commencé ton activité sur Twitter un peu en fin 2020. Qu'est-ce qui t'a un petit peu poussé à le faire personnellement ? Tu t'es dit, bon, est-ce que j'ai un objectif en tête ? Est-ce que je le fais juste pour le fun et je vois ce que ça donne ? Est-ce que je m'y attelle sérieusement ? Comment ça s'est passé un petit peu tout ton état d'esprit par rapport à cette création de chaîne sur Twitter, si on peut appeler ça comme ça, de compte plutôt ? En fait, c'est assez simple. À ce moment-là, je viens d'arrêter mes études. Tu vois, je suis parti en master immobilier et en fait, c'est pas du tout ma voie. Je fais ça un peu par défaut parce que j'ai jamais vraiment eu de vocation, etc. Une fois là-bas, je me rends compte que je suis pas au bon endroit et je me dis, il faut que j'arrête, sinon je vais faire n'importe quoi. J'arrête, donc je suis un petit peu dans le doute. Tu vois, là, on est octobre 2020 au moment où j'arrête. Et décembre 2020, j'ai un collègue, on va dire un pote de Twitter, quelqu'un qui était dans un groupe
de fans du Paris Saint-Germain avec qui on discute, tu vois, un groupe Twitter. Et je m'entendais bien avec lui. Et il me propose qu'on fasse une page de foot tous les deux. Donc à l'époque, Amour du foot pour ceux qui étaient là tout au début. Okay. Il me propose ça. Et au moment où j'avais arrêté mes études, je me suis posé et j'ai essayé de noter un peu ce que j'aimais et de me dire ce serait cool que je vive d'un de ces trucs. Donc c'est globalement tourné autour du sport. J'aime les sports de combat. À cette époque-là, je m'intéressais beaucoup à la musculation et également du coup au football. Et en réalité, il me propose ça. Moi, du coup, comme je viens d'arrêter le master, je suis un peu dans une année sabbatique, si on peut dire ça, tu vois, ouais. Où je réfléchis à la direction que je vais prendre par la suite. Et du coup, je dis, bah ouais, j'ai du temps, pourquoi pas, ça me plairait. Et en fait, je me prends tout de suite au jeu, très vite, tu vois. Et très vite également, je le tourne un peu sur l'approche data, tu vois. Parce que moi, comme je te disais, ça faisait déjà quelques mois que je commençais à m'intéresser à ça. Ok. Et tu vois, le collègue avec qui j'avais la page ne s'attendait pas, je pense, à ce que je prenne le truc autant en sérieux. Que lui, à côté, il est dans les études et il n'a pas le temps, pour le coup, de s'investir dedans. Okay. Donc, tu vois, c'est moi qui fais les posts. En fait, je fais tous les posts, etc. Lui, quand il peut, il essaie de... il faisait un peu, pas le marketing, mais en fait, il prenait... le lien des posts et il envoyait en DM à plein de gens, tu vois, voilà, est-ce que vous pouvez partager, etc., tu vois, pour qu'on puisse grandir en visibilité, parce que depuis le départ en tout cas, et bon, quand je regarde mes anciens posts, je me dis que c'est moins qualitatif, mais depuis le départ, j'ai pas trop de doutes sur la qualité et la pertinence que ça peut apporter. C'est bien ça. Donc en fait, le problème clé, c'était la visibilité, tu vois, fallait qu'on soit vu. Donc lui, il essaye des fois de faire un peu ça. Et puis avec le temps, voilà, on en discute, tu vois, je sais pas, il y a un moment où j'avais peut-être fait, je te dis une bêtise, mais 5000 posts, tu vois, lui il avait pu en faire peut-être 2, il n'avait pas de temps à y consacrer, on était déjà presque à 10 000 personnes sur le compte, et en fait on en discute et il me dit vas-y, en gros, je te laisse le truc, tu vois, j'en parle un peu, je dis, en fait en gros si tu veux, on arrive à un moment où je lui dis bah, je m'investis tellement, que je pense que j'aimerais carrément en être à un niveau où je peux peut-être en faire mon métier. Ouais. Donc si tu veux, je te donne le compte. Là, il y a peut-être à l'heure où voilà, entre 5 et 10 000 personnes qui suivent le compte. Ça a mis 2 ans à ce qu'il y ait 10 000 personnes qui suivent le compte. Donc ça faisait déjà, je pense, 1 an et demi, tu vois, que je t'ai fait le truc. Bah, c'est bien, si tu veux, je te laisse le compte. Tu en fais ce que tu veux. Je repars à zéro. Mais je sens que j'ai envie d'en faire mon taf, donc j'aimerais bien être un peu seul sur le truc, tu vois, seul maître décisionnaire de la chose et tout, puisque de toute façon je m'y investis à 100%. Il me dit bah non mais vas-y garde le compte, c'est toi qui l'as fait monter, etc. Donc pas de souci, et voilà, tu vois, aucun problème. Mais du coup ouais, c'est venu de lui qui de base, j'aurais jamais pensé je pense avant, il me dit viens on fait un compte Twitter, et en fait au moment où il me le dit mais... le lendemain, quoi, je me mets à fond dans le truc et il a réveillé un truc, tu vois, il a déclenché quelque chose, tu vois, et ouais, ça vient de ça. Trop bien. Donc, tu arrives à peu près, c'est à partir de quand que tu reprends le compte, juste à toi, de fin 2023, quelque chose comme ça? Dans tous les cas, j'étais le seul à poster, etc. Tu vois, c'était décembre 2020, mais le moment où je suis tout seul, c'est été 2022. Donc, 2022, un peu après avoir créé ma chaîne YouTube. En mars 2022. YouTube, c'est mars 2022. Ouais. Ah, et donc ta chaîne YouTube, c'est un petit peu avant. Et donc justement, j'allais y venir. Qu'est-ce qui t'a poussé sur le côté à sortir une chaîne YouTube? Parce que là déjà, alors avoir un compte Twitter avec une ambition déjà d'en faire une partie de son temps, c'est déjà une sacrée ambition. Mais avoir une chaîne YouTube, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, je trouve que c'est autre chose. Soit il y aura ta voix, soit il y aura quelque chose de toi qui sera plus... transparent par rapport, enfin plus visible justement, c'est l'inverse, par rapport aux yeux de tout le monde. Toi, qu'est-ce qui est passé par ta tête pour te dire c'est bon, let's go YouTube quoi? J'allais dire les problèmes. En fait, c'est 2 choses. C'est l'expérience que je peux avoir à travers Twitter, la bonne et la problématique. Parce que la problématique, c'est que déjà, bon, c'est un réseau social horrible et clivant, etc. Et les gens reçoivent assez mal à cette époque-là le contenu statistique. En tout cas, j'ai beaucoup plus de problèmes à avoir une crédibilité, à être entendu qu'actuellement. Parce que aussi, il y a ce truc un peu cruel, mais de plus t'es suivi, plus on va te donner de la crédibilité. C'est sûr. Donc à l'heure actuelle, franchement, je pense
que ça arrive plus vraiment, que je sois remis trop en question, ou si, il y a des gens qui n'aiment pas forcément la data, mais ça leur appartient. Mais à l'époque, même des fois, des journalistes qui me suivent aujourd'hui, qui m'ont repartagé en me dénigrant, etc., tu vois. C'est arrivé, parce que j'étais pas trop connu, etc., tu vois, et c'est quoi ces trucs-là, etc., tu vois. Mais donc il y avait de ça, et cette frustration de peut-être pas pouvoir assez m'exprimer. En fait, à chaque fois, si tu veux, quand ça arrivait, j'essayais de répondre et je me mettais dans des trucs où il y a eu aussi ouais. Il y a eu un moment où je répondais trop à tout le monde, même à ceux qui étaient réticents, et à cette époque-là, Dieu sait qu'il y en avait. Tu vois, je me rappelle d'une fois où je fais un post, les fameux expected points dont je te parle, sauf qu'à ce moment-là, c'est pas du tout mainstream. Les gens sont en mode mais de quoi et qu'est-ce qu'ils nous racontent, on s'en fout, l'important c'est le vrai classement. Et je crois que c'est les Lillois à l'époque qui m'attrapent la veste, et là dans une journée je réponds à 180 personnes, tu vois, ça m'a marqué. Et du coup c'était quelque chose. Donc je me dis ok, si je suis sur YouTube, je vais plus pouvoir expliquer, j'aurai peut-être moins d'énergie à donner, et même au global j'avais envie de pouvoir plus expliquer, peut-être plus échanger, avoir un rapport différent. YouTube c'est quand même pas Twitter, tu peux te faire tailler en commentaire, mais ça arrive quand même un peu moins, c'est un peu plus bienveillant. Si les gens regardent toute ta vidéo, c'est qu'ils ont quand même envie, etc. Donc c'est surtout envie d'avoir une autre approche, de pouvoir passer plus de temps sur un sujet. J'étais un peu frustré en fait avec Twitter. Je me disais à chaque fois je suis souvent mal compris, je suis obligé d'expliquer 100 000 fois. Là je peux. Et bon, je me suis rendu compte aussi que parfois, même en faisant des vidéos, en expliquant bien, posément, etc., ça suffit pas toujours. Mais bon, l'être humain, tu vois. Mais en tout cas, c'est mieux, et ça vient de ça, de me dire je veux pouvoir apporter un peu plus. En revanche, comme tu le dis, effectivement, tu vas devoir montrer ta tête et tout. Et pour ceux qui ont connu ma chaîne YouTube à la base, je ne montrais pas mon visage. Je pense que l'une de mes plus grandes hantises, c'est d'être connu, paradoxalement. J'ai pas du tout envie... tu vois, moi, demain, on me dirait, tu deviens une star. J'ai pas du tout envie. Je les envie absolument pas. Tu vois, je fais partie... J'ai pas un rond depuis longtemps. Enfin, j'ai pas mal galéré. Aujourd'hui, ça va, mais j'ai pas mal galéré. Et je fais pas pour autant partie de ceux qui pensent que l'argent fait le bonheur ou quoi, parce qu'on voit des gens ultra qui ont de la thune, qui sont ultra malheureux, et que tout comme la notoriété, tu vois, la notoriété c'est un poison. Les gens estiment après que t'es un modèle, les gens te critiquent sur des choses que tu fais, que eux-mêmes font dans leur vie privée, mais parce que c'est pas montré, tu vois. En fait, il y a un truc horrible avec ça, tu vois. Mais bon, à la fois, tu vois, le temps passant, on m'a dit, j'ai des amis qui travaillent dans le marketing, etc., qui m'ont dit, tu te rends pas compte de la différence que ça fait de montrer son visage sur même la possibilité d'avoir de la visibilité. Les gens vont beaucoup plus accrocher à ton personnage. En termes marketing, c'est mieux, etc., c'est plus vendeur, etc. Parce que sinon, moi, ça faisait pas vraiment de différence, je m'en fichais un peu de montrer ma tête. Et du coup, ils m'ont dit, je te conseille. Et effectivement, il y a eu un avant et un après quand j'ai commencé à mettre la cam, parce que c'est peut-être un peu plus ennuyeux, je l'accorde, de regarder une vidéo comme ça, sachant que moi, c'est un petit peu sur le type un peu diapo, je passe des slides que j'ai fait, c'est pas forcément animé. Donc c'est plus dur d'accrocher, c'est mieux si la personne peut te regarder un peu parler, tu vois, à des moments où tu vas pas forcément bouger de slide pendant 3 minutes. Donc je comprends. Mais et puis il y a aussi le recul de se dire que bon, ok, quand t'es connu en tant que youtubeur foot, on va pas venir te demander des autographes, ça devrait pas trop te pourrir la vie, tu vois. Donc j'ai eu le recul. Tu vois, je sais pas toi comment tu vis ça, mais ça va, tu vois, à notre niveau, ça reste assez humble. Je pense en France, il doit y avoir peut-être que Willou qui pourrait être un peu gêné de temps en temps, parce que le gars est vraiment très connu, tu vois. Mais je sais pas, t'as pas trop de personnes, si peut-être Bruce Granek, des gars comme ça. Quand même. Mais ça reste soft, je pense que même eux, ils sont pas gênés dans leur quotidien, tu vois. De fou. Donc j'ai relativisé le truc, je me suis dit vas-y, ça restera tranquille, je pense que je changerai pas trop de vie pour autant. Tu vois, le max qui m'est arrivé, c'est un coiffeur, je crois, tu vois, qui me dit c'est toi DataFoot, tu vois. Let's go, mais ça m'a surpris, c'est la seule fois que ça m'est arrivé, mais ça m'a fait rire. J'étais là, c'est moi. Mais voilà. Tout à fait. C'est ça. C'est un peu bizarre même. Tout à fait. Mais c'est quand même, en fait, exactement, il y a les plus et les moins, parce que moi, je me dirais, tu as quand même ce côté où tu as une prise de risque, où encore une fois, je trouve que Twitter, c'est plus facile pour dépersonnaliser ton propos. Genre, limite, tu sais, le nombre de comptes qu'il y a anonymes où les gens, ils se montrent même pas, tu sais, c'est facile, tu peux dire n'importe quoi, il y a cette facilité d'approche.
Et toi, comme en plus, tu peux avoir un contenu qui des fois peut agacer certaines personnes ou certains supporters, etc. Tu vois, je me dis, montrer ta tête et montrer ta voix tout de suite, bah, les gens, ils savent plus quitter, ils peuvent plus, entre guillemets, t'attaquer. Mais en même temps, tu l'as très bien dit, bah, c'est vrai qu'en fait, avec la data, tu es obligé un petit peu plus d'expliquer. Et malheureusement, l'une des problématiques de Twitter, c'est qu'il y a beau avoir des débats, et ça, c'est l'une des petites richesses qu'on peut encore essayer d'en tirer, même si ça devient de plus en plus compliqué. Mais c'est qu'au bout d'un moment, bah, si tu veux détailler sur la data ce qui est important, bah, c'est compliqué. Alors que tu prends ta caméra, tu parles et en limite 5 minutes, bah, juste en disant des phrases, tu arrives à synthétiser la chose. Donc pour toi, ça a aussi d'une certaine facilité pour appuyer et atteler tes propos. Donc ouais, carrément, la prise de risque, je te rejoins aussi, effectivement. À partir du moment où tu montres ta tête et que tu vas exprimer des opinions, etc., tu prends un risque, et ne serait-ce que pour ta crédibilité aussi, c'est différent. Et c'est quelque chose que j'ai pu vivre et que je traverse aussi actuellement. Enfin, tu vois, moi, j'apprends tous les jours. La data, ça commence à être un peu, tu vois, mon domaine, c'est ok. Mais notamment sur la tactique, j'ai pas mal de progrès à faire aussi parce que j'ai pas forcément, j'ai pas fait de football, tu vois, donc j'ai moins cet angle. Alors j'ai beaucoup joué avec des amis après, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai joué même sur des demi-terrains, etc. Mais j'ai pas joué en club, j'ai pas vraiment fait de match dans des vraies conditions, si on peut dire ça. Ouais. Et du coup, c'est plus dur, tu vois, d'évaluer certaines choses. Donc il y a beaucoup de connaissances tactiques à acquérir, notamment sur la défense, c'est très... La position de corps, la science défensive, etc., c'est toujours très complexe à évaluer, la gestion des duels aériens, etc. Enfin, c'est des choses que je suis en train d'essayer de bûcher ces derniers temps. Ouais. Mais ça fait que du coup, tu vois, moi, la data, j'aime bien, mais il y a des limites à ça. C'est-à-dire que j'aime bien montrer aussi les images, comme je peux le faire sur ma chaîne YouTube. On analyse un joueur, on montre des images. Et j'ai pu le faire dernièrement sur des équipes, sur des séquences de jeu, etc. Et en fait, je suis constamment en train d'apprendre, ce qui fait que les gens vont voir les moments aussi où je me trompe. Ça va être public, tu vois. Je pense qu'il y a bien, je sais pas, il y a au moins une dizaine de mes vidéos faciles que je reverrai aujourd'hui et que je trouverais nulles, tu vois. Où je me dis, non, c'est pas terrible. Tu vois, d'ailleurs, c'est l'occasion de te remercier d'une certaine manière, parce que tu vois, tu fais partie indirectement de ceux qui m'ont aidé à réfléchir certaines choses. Tu vois, il y a pas longtemps, je me suis mis à essayer de faire des vidéos où on analysait les faiblesses défensives potentielles d'une équipe. En tout cas, je regardais tous les buts encaissés. Ouais. Et après, j'essayais d'en tirer ce qui revenait le plus, tu vois, de voir si on pouvait constater des choses, un point vraiment problématique ou plusieurs. Et du coup, je l'ai fait avec le FC Barcelone. Et en fait, au moment où je fais cette vidéo, c'est la première de ce type-là, en fait, je m'arrête sur presque la fin de l'action, tu vois. Une fois qu'on est dans les 30 derniers mètres adverses, donc tu vois, sur le FC Barcelone, il y a une constatation de OK, il y a souvent les centres du flanc droit qui posent problème, tu vois. Et du coup, je poste la vidéo, elle est plutôt bien reçue et tout. Et en fait, on en parle, je crois, et toi, de ton côté, tu fais une vidéo. Ouais, OK, mais attends, mais si tu reviens un peu en arrière, qu'est-ce qui a causé ça, tu vois? Où est le problème? Comment ça se fait qu'il y a un déséquilibre et qu'on arrive tout le temps sur ce côté droit-là? Et tu vois, à travers ça, tu vois, j'ai pas de mal à dire que du coup, de cette manière-là, tu m'as apporté... ça m'a un petit peu fait un déclic en me disant ouais, en fait je suis bête, il faut aller regarder plus loin dans l'action, tu vois, à la base de l'action, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, toi, tu as souligné ce truc de pressing collectif, parfois structurellement un peu défaillant, ou enfin pas forcément structurellement, mais en tout cas il y a des joueurs qui, eux, dans la structure collective, ne suivent pas forcément, ce qui va créer des trous, ou voilà, des choses des brèches. Et après, effectivement, ces brèches-là, on va souvent les exploiter côté droit, et l'adversaire va souvent les exploiter côté droit, et on va aller chasser après les centres, etc. Mais du coup, tu vois, on apprend tous les jours, on apprend de tout le monde. Que quelqu'un soit plus ou moins connu que nous. J'apprends beaucoup de tweetos aussi. D'ailleurs, dans pas longtemps, je pense que je vais faire une vidéo où je vais essayer de mettre en avant des gars comme ça, comme Florent Tonuti, qui fait souvent du très bon contenu tactique. C'est quand tu vois ça aussi que tu te dis qu'on est à des années-lumière parfois, parce que je me dis, détails, orientation de corps sur ci, sur ça, des micro-détails, tu vois. Et sûr, je dis, non, mais en fait, eux, c'est des gars qui pourraient travailler dans des équipes pro, qui l'ont parfois déjà fait.
ouais, faut rester humble, tu vois. Faut On est à un rester niveau humble, où, ouais, non, on capte pas grand-chose, tu vois. Tu t'en rends vraiment compte à ce moment-là. C'est sûr. Parfois, je me dis même, ça me passerait presque l'envie de faire des vidéos tactiques, tu vois, parce que je me dis, waouh, il y a tellement de travail. Et en fait, je vais voir 1/10, mais bon, j'aime bien quand même le faire. Et puis, je vais progresser, tu vois. Carrément. Mais il faut pas hésiter à dire, ouais, je pense qu'il y a une peur un peu, je sais pas comment tu le vois, toi, de ton côté, dans l'écosystème influence football, de reconnaître qu'on ne sait pas forcément toujours, qu'on n'a pas vu tous les matchs, tu vois, ouais, on a nos limites et beaucoup ne vont pas forcément le dire. Je pense qu'il y a aussi certains, tu vois, des fois, moi je suis beaucoup de contenu anglo-saxon, et parfois tu vas voir des créateurs de contenu français qui vont en fait copier une vidéo anglo-saxonne, tu vois, qui est en espérant que ça soit pas grillé, des trucs comme ça. Ouais. C'est pas grave de dire que tu as appris grâce à eux, que tu t'es inspiré d'eux, ou même d'un tweetos pas super connu qui en fait déniche plein de joueurs talentueux, tu vois, il y en a beaucoup, et de dire que c'est pas toi qui l'as trouvé, tu vois. Et des fois tu te dis, tu vois, moi de mon côté, de mon humble niveau, parfois je peux découvrir des joueurs, mais j'ai pas été le premier à le découvrir, c'est-à-dire je l'ai découvert de moi-même, mais ça veut pas dire que c'est moi qui ai été le premier à en parler. Ça, il y a beaucoup de gens qui vont faire la confusion en disant je l'ai vu la première fois sur le compte de ce gars-là, donc c'est lui qui l'a trouvé. Non, moi j'ai découvert de mon côté, mais il y a beaucoup de gens qui le connaissent aussi. Et en fait, tu vois, on va partager ça, mais c'est vrai que je pense aussi, il y a beaucoup de gars qui sont pas forcément mis en lumière, et tout comme, comment il s'appelle, mince, j'ai oublié son nom, tu sais, le mec qui est super connu sur le Mercato, là, il est super connu. Fabrizio Romano. Ouais, voilà. Et ben ce mec-là, il y a plein de gens qui ont pu parfois le remettre en question en disant, ouais, en fait, il y a des gars qui ont sorti l'info avant lui, mais tu vois, peut-être qu'il connaît aussi des sources béton, mais qui sont pas super connues, et que du coup, lui, comme il a la visibilité, tu vois, et tu te dis, des fois, ça a pu m'arriver de faire une vidéo sur un joueur, de partager un truc, et de voir 2 jours plus tard un mec plus connu en parler, tu vois, et parfois moi je me suis trompé en disant des choses sur le joueur, et il se trompe aussi bizarrement, il dit les mêmes choses que moi, tu sais, des fois t'es en mode est-ce que c'est, tu vois, et pourquoi tu parles pas de moi alors si tu l'as découvert grâce à moi, enfin, tu vois, il y a un truc un peu comme ça où personne va trop parler, dire, parce que tout le monde veut se faire passer pour celui qui a découvert, ou le tacticien ou quoi. Il faut pas avoir de mal à reconnaître ses défaillances, et tout le monde apporte à tout le monde, et c'est pour ça que je te remercie pour, tu vois, rien que ce petit détail là, toi, ta vidéo m'a fait me dire, ah ouais, bah en fait je vais aller chercher plus loin dans l'action, tu vois. Bah si au moins ça a servi à ça, c'est très 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 gentil, mais toi aussi ta vidéo était très intéressante. Mais oui, ce regard-là il est toujours difficile, et puis bah, tu le disais même juste avant, c'est vrai que tu vois, moi par exemple dans mes vidéos j'essaie le plus possible de parler tactique, et surtout autour du Barça, etc. Mais très souvent je rappelle que j'ai pas le diplôme de coach et que je suis pas coach. Donc c'est facile devant un écran de dire « Ah, Flick, il devrait passer au 4-3-3 et tout ». Alors des fois, j'en joue, hein, et mes abonnés, ils savent que des fois, je rigole un peu avec ça, tu vois. Mais genre toujours remettre la chose qui est je suis pas à l'entraînement tous les jours, je n'ai pas le diplôme, je suis pas un analyste, calmons-nous, tu vois. Moi, je donne des idées, et c'est mes idées comme ça, en tant que mec qui regarde 2 matchs par semaine du FC Barcelone et qui suit un petit peu l'entraînement. Mais ça va pas plus loin. Genre, il me manque 1 milliard de données, et donc à chaque fois, c'est important de le remettre en question et de dire, moi, il y a un mec, moi, c'est un Espagnol que je suis pas mal, qui fait des loops, qui s'appelle Albert Blayat Sansas. À chaque fois que j'utilise ses reviews, etc., bah, je le mentionne, je dis que c'est lui qui m'a permis de voir tel truc. Et regarder, bien, le plus important, c'est aussi de regarder les avis contraires des gens, etc. Là, moi, j'ai repartagé un avis d'un média du FC Barcelone il n'y a pas très longtemps sur la défense, justement. Je n'étais pas d'accord avec eux, mais je l'ai quand même repartagé en disant, bah, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est toujours important de penser le foot autrement que seulement tes certitudes, parce que tu peux vite t'enfermer là-dedans, enfin, comme dans la vie, hein, mais dans le foot encore plus, quoi, et encore plus quand tu sais, tu as un positionnement, parce que plus tu prends la parole, plus les gens ils vont te regarder, parce que pour eux, tu incarnes quelque chose, tu incarnes un positionnement. Si tu es anti, par exemple, Rafinha, je donne un exemple au hasard au FC Barcelone, tu incarnes cet anti-Rafinha. Et si tu arrives devant l'écran et que tu dis « Ah, mais en fait, Rafinha, bah, à des moments, il est très bon, à des moments, il est un petit peu moins bon, etc. » Les gens ils vont te dire « Ah, mais c'est pas marrant, en fait, lui, à chaque fois… » En fait, si t'es gris, si t'es ni blanc, ni noir… La nuance, les gens, ils vont se dire « Ah, mais c'est trop facile, son analyse, etc. » Alors que dès que t'es clivant, les gens, ils vont kiffer, parce qu'au moins, ils vont se dire… Soit ils vont te détester, mais ils vont quand même venir, soit ils vont t'aimer, ils vont dire « Ah ouais, lui, machin. » Alors qu'en vrai, dans le football, tout est nuance, quasiment tout est nuance. Donc, mais dans la vie, toute vérité, je trouve, dans la nuance. Et c'est pour ça que le buzz marche plus que la pertinence à la télé ou quoi.
Exactement, malheureusement. exactement. Et un petit peu pour revenir, toi, à ton cas, avant d'en venir aux 3 dernières questions de la vidéo, par rapport à toi, comment est-ce que tu fonctionnes au quotidien par rapport aux vidéos, par rapport aussi à ton compte Twitter où il y a beaucoup, beaucoup de contenu? Comment est-ce que tu fonctionnes? C'était un peu une de mes questions. Est-ce que tu as un travail à côté? Est-ce que tu n'as pas de travail? Ouais. Combien d'heures tu y consacres par jour? Est-ce que Mm. en début de semaine, tu commences à te mettre un petit planning? Comment est-ce que tu prévois tout ça? Ouais. Bah, en fait, alors mon quotidien dépend de ce qui. Enfin, ça dépend en termes de timeline. J'ai pas tout le temps vécu les mêmes choses. Au début, j'invite les gens, j'en profite, c'est pas de la promo, mais c'est pour aller plus loin parce qu'on n'aura pas forcément le temps, je pense. Mais j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube Vas-y, hein. où je reviens là-dessus, tu vois. Alors, ça doit être tout savoir sur DataFoot. Voilà, si les gens veulent creuser plus, j'explique vraiment bien en détail de décembre 2020 à aujourd'hui tout ce qui s'est passé, tu vois, Allez-y, à ce allez-y. niveau-là. C'est voilà, juste au moins, parce que là, ça va être long, je vais pas redire la même chose, ça serait très long. Mais en gros, si tu veux, j'ai eu autant du travail à mi-temps. Enfin, globalement, ça a été ça. J'avais un travail à mi-temps, et de l'autre côté, je dédiais le reste de mon temps à ça. Ensuite, je suis passé par une phase où pendant un an, j'ai eu une société. Malheureusement, ça a dû se terminer. Ok. Si vous voulez connaître la raison, je vous invite à aller voir la vidéo. C'est le mec. Spoiler. Non, mais Le voilà, spoiler en est là. gros, ça a dû se terminer pour une raison qui m'appartient pas forcément, mais Ok. j'avais décidé de me lancer. À ce moment-là, c'était entre 8 et 10 heures par jour, week-end compris, pas de vacances. Ok, Vraiment, ah oui. voilà, c'était toute ma vie. Même trop, tu vois, j'ai fait un burn-out carrément à la fin, Mhm. etc. Parce que c'était trop. Mes proches me disaient, mais t'es tout le temps tout pâle, est-ce que tu sors et tout. Vraiment, je sortais presque plus, etc. Ouais. Et, mais j'ai pris le truc ultra au sérieux. En fait, j'avais envie de vite pouvoir en vivre, En tu vois, vivre. parce que Ouais, ouais. en fait, j'y mets tellement de temps et d'énergie que c'est frustrant. Et finalement, encore aujourd'hui, ça fait 5 ans et c'est pas le cas, tu vois. Mais ouais, à l'heure actuelle, en gros. J'ai enchaîné un peu ça, travail à mi-temps, société, etc. Il y a eu des hauts et des bas. Et là, on va dire que c'est une sorte d'année sabbatique un peu que j'essaye de me prendre, où je Ok. retente le coup parce que là, j'ai pu mettre un peu de côté et tu vois, je peux me le permettre. Ok, d'accord. Aussi parce que en fait, actuellement, je suis en colocation chez un ami à moi qui, en gros, lui ne paye pas de loyer, donc forcément, Ok. Ça ça aide. aide beaucoup, tu vois. Ouais, Ouais. voilà. Et sur ça, j'ai beaucoup de chance. Mon entourage, mes proches me soutiennent énormément dans ce Trop projet-là bien. et je leur devrais beaucoup, tu vois, si ça marche. Trop Et, bien. et du coup, ça, voilà, on va dire qu'il y a un terreau fertile qui me Ouais. permet de pouvoir essayer de développer ça cette année. Et c'était notamment aussi parce que ça fait un an que je travaille sur le plus gros projet que j'ai fait jusqu'à présent et qui, normalement, si tout va bien, sort en décembre. Voilà, je le tease un peu ici, tu vois, mais Tease-le, tease-le. normalement, ça devrait arriver d'ici décembre. Et ça m'a pris énormément de temps. Donc voilà, si je voulais vraiment le faire, c'était pas possible d'avoir un travail à côté. Parce que, Ok. effectivement, encore à l'heure actuelle, tu as des journées, tu vois, où je me réveille à 5h30, 6h et je finis à 22h, tu vois. Bon, il y a une pause pour manger entre temps. Je fais un peu de sport aussi l'après-midi, je me prends une Ouais. heure pour ça. Mais bon, ça fait quand même des journées Très- entre très 8 chargées, et ouais. parfois 11-12 heures, tu vois. Ouais. Donc, selon la quantité de travail que j'ai, non, franchement, j'y mets toute mon âme, tu vois. Et puis, week-end compris, Carrément. puisque le week-end, il y a des matchs. Mais j'essaye de mieux gérer mon temps et les moments où je souffle aussi. Ouais. Pendant les trêves, tu vois, de me Exactement. dire là, je vais prendre 3-4 jours, je vais aller voir un peu la famille, je vais faire ci, je vais faire ça. Parce qu'avant, ça m'a porté préjudice de trop. Mais c'est dur, tu sais, quand c'est ta passion. Carrément. Tu Bah te oui. retrouves dans des phases où, tu vois, des fois, je vais me coucher. En plus, tu vois, moi, mon ordi, mon bureau et tout, là on est dans ma chambre, là. Bah, je vais me coucher. Tout est proche de toi. Ouais, et puis des fois, tu sais, tu penses à ça. Donc, c'est-à-dire que c'est Ah, mais c'est carrément. impossible, moi, que je m'endorme si je commence à Carrément. penser à la vidéo de demain ou à des choses Carrément. comme ça. Je te suis Et totalement. puis tu sais, bah ouais, et tu sais, tu t'es couché à 23h, vas-y et tout, j'essaie de pas me coucher trop tard. Ouais. 1h du mat, t'es toujours en train d'y réfléchir, tu te relèves et vas-y, tu vas écrire Ouais, c'est des ça. idées et tout. Ouais, c'est Et ça. ça te pourrit la vie, en vrai, c'est un peu, c'est autant un poison que, tant que t'en vis pas, c'est un vrai poison. Parce qu'en fait, tu gagnes pas d'argent et Ouais. tu y mets tout ton temps. C'est ça. Et ça, c'est des trucs qui tout double, tu vois. Soit ça passe, soit ça casse. Et tu Ouais. passes un peu en plus, pas pour le boulet, mais tu sais, t'es un peu le mec, tu sais, j'ai bientôt 30 ans. Ça fait 5 ans que je charbonne là-dedans pour, entre guillemets, rien. C'est-à-dire que j'ai un gros succès d'estime. Il y a, Ouais. franchement, tous les youtubeurs que j'admirais, les 3 quarts aujourd'hui me suivent et j'ai pu collaborer avec la plupart. Trop bien. Les journalistes de Canal+, les éditorialistes de RMC, des machins, des trucs. Enfin, ça, c'est ok. Le succès d'estime dans le milieu, il est là. Maintenant, c'est bon. Mais par contre, la possibilité d'en vivre et on va dire le succès global, non, tu vois. Et c'est ce qui va manquer. Mais en tout cas, j'en profite aussi pour remercier les gens qui me suivent parce que il y a
il y a une bonne partie de la communauté qui me soutient vraiment franchement et tu vois, qui a vraiment envie que je m'en sorte, etc. et qui me le dit tout le temps, qui pousse. Et j'ai des ultras, tu vois, un peu comme je le dis, et je suis content, tu vois, qu'ils soient là parce que c'est ces gens-là qui te poussent vers l'avant. Ah, c'est trop bien, en tout cas, c'est mérité. Donc bravo à toi et de persévérer comme ça, ça va marcher. C'est ce que je te souhaite en tout cas. On peut passer maintenant aux trois dernières questions, les fameuses 3 dernières questions. Donc, la première est: quelle a été finalement ta plus grande sauce? Parce qu'on le disait, hein, tu peux t'attaquer. Tu parles souvent de joueurs ou de clubs, et forcément, si tu parles d'un joueur ou d'un club, eux, ils ont des supporters aussi, comme tu dis, ils ont des ultras, et ils sont peut-être encore plus nombreux, ils peuvent vite tomber sur toi. Donc, est-ce que tu as un rappel de ta plus grande sauce sur les réseaux sociaux, ou peut-être sur YouTube même, si c'est YouTube? Alors, si tu veux, je peux faire Twitter et YouTube. YouTube, j'ai pas eu de gros problèmes. Le pire que j'ai eu, c'est une vidéo sur Ilya Zabarny. Que j'ai fait avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Tu vois, ma vidéo, c'est des choses à dire sur Zabarny. Et en gros, j'axe une partie positive, une partie négative. Normal, et je commence par le négatif. Et je dis que j'ai pu constater qu'il était friable dans les duels. Et c'est un truc qu'on constate un peu actuellement, tu vois. De fou. Sauf qu'à l'époque, je me prends une méga sauce en mode mais t'es qui pour dire ça? Le mec joue en première ligue et tout. Déjà, quel rapport? Oui, il va venir en Ligue 1, c'est pas pareil, mais nous, on attend qu'il ait un niveau première ligue. Il arrive au PSG. On attend à ce qu'il soit fort en Ligue des Champions, le gars. On s'en fout que. Enfin, tu vois, et même, il a pu prendre des bouillons contre des équipes pas forcément de très haut standing en Ligue 1. Il a montré aussi de très bonnes choses, hein, attention. Donc, en fait, j'axe la première partie sur ça. Et je me prends surtout une sauce parce que les gens n'ont absolument pas, encore une fois, des gens qui ont regardé 5 minutes. Si tu veux, je commence avec une approche volontairement tronquée. C'est-à-dire que je dis Zabarny. Quand on regarde les stats, c'est le joueur qui s'est le plus fait dribbler dans l'équipe de Bournemouth cette saison. Tu sais, je commence à dire ça et tout. Donc c'est du quantitatif, tu vois, ça parle pas forcément parce que, en fait, si tu veux être pertinent, c'est mais par rapport à combien de fois il est allé au duel, tu vois. C'est celui qui s'est le plus fait dribbler, mais si tu vas 100 fois au duel, tu te fais dribbler 20 fois. Si tu vas 30 fois au duel et que tu te fais dribbler 15 fois, c'est pas pareil. Exactement. Et il y a tout un tas de trucs, mais je le fais un peu exprès. J'approche comme ça, c'est un peu pas sensationnaliste, mais tu vois, un peu en mode ok, j'ai constaté ça. Et du coup, après, je mets en perspective avec la vidéo, c'est-à-dire je mets des extraits où je montre qu'est-ce qui se passe, où est le problème. Et il se fait manger par Nicolas Jackson, physiquement par Mateta, etc. Bon, Mateta est dur à prendre, mais il le met totalement par terre. Jackson qui le dribble, etc. Il se prend des petits ponts, machin. On voit dans la vidéo, tu vois. D'ailleurs, la vidéo aujourd'hui, je l'ai remise en ligne, mais à l'époque, je l'avais enlevée et j'ai supprimé les commentaires trop haineux, mais je m'étais fait insulter. C'était la première fois sur YouTube. Et si tu veux, je fais ça. Et après ça, après la visualisation, je refais une séquence où je dis bon. En début de vidéo, j'ai dit que c'était fait dribbler tant et tout, mais alors attention, c'est à nuancer. Pourquoi? Et là, j'explique. Je dis que Willian Pacho, c'était le joueur qui s'était le plus fait dribbler à Francfort avant qu'il arrive au PSG aussi. Et aujourd'hui, Willian Pacho, le gars est indiscutable, tu vois. Carrément. Et du coup, je remets en cause la donnée même que j'ai utilisée au début, tu vois. Je dis en fait, ça va pas être le même cadre tactique, il va pas avoir les mêmes conditions, les mêmes consignes, etc. Donc en fait, on peut grave le nuancer. Je dis ça, donc en fait, c'est bon, c'est ok normalement, tu vois. Et en fait, je me prends une méga sauce en commentaire. Enfin, en tout cas, la plus grosse sur YouTube, et je pense que c'est encore très léger comparé à ce que certains ont vécu. Mais dans mon expérience YouTube, parce que d'habitude, ça avait toujours été bien réussi, et au pire, j'avais 1 ou 2 commentaires pas terribles. YouTube, c'est ça. Twitter, la sauce qui a changé ma vie, puisque ça m'a fait gagner. Alors, c'est une sauce qui m'a fait gagner 10 000 abonnés. Donc, mais ça reste quand même le truc le plus important que j'ai pu traverser, parce qu'en fait, si je te donne des sauces où, tu vois, je t'ai dit une fois les Lillois m'ont attrapé, mais une fois ça a pu être les Parisiens. Je me rappelle une fois, j'avais fait un tweet sur Lucas Hernandez pour dire que en fait il était pas si bon que ça, et aujourd'hui d'ailleurs avec le temps on commence à le enfin pas si bon que ça. C'est un mec qui a été ultra fort à certains moments de sa carrière, mais au PSG notamment, je le nuançais avec les statistiques pendant un moment, et même sur sa première phase au Paris Saint-Germain, il était le latéral de Ligue 1 avec le pourcentage de duels défensifs remportés le plus faible, moins que des joueurs tu vois, même d'équipes de Clermont, Auxerre, machin, des équipes qui vont être plus en souffrance. Et tu vois, je le partageais, et là j'avais pris une sauce, je me rappelle, enfin bref. Et aujourd'hui, finalement, est-ce que tu vois, est-ce qu'il est si bon que ça ou pas? Mais en fait, tu vois, en réalité, c'était il y a pas beaucoup de gens qui me suivent qui connaissent cette anecdote là. En fait, aujourd'hui, enfin même depuis longtemps, je travaille sur des indices de performance, et à cette époque là j'avais commencé à développer un indice de performance en possession.
Ok. Alors, tout ce que le joueur peut apporter quand il a le ballon, donc ça compte aussi les buts. Ça compte aussi les buts, hein, parce qu'il faut avoir le ballon pour marquer un but. C'est pas juste hors but, tu vois, c'est une fois que tu as le ballon. Comment tu peux apporter du positif. Ouais. Donc ça, je le développais sur qu'est-ce que tu apportes dans les dribbles, la capacité à casser des lignes balle au pied ou par la passe, les occasions que tu crées, etc. Donc ça, aujourd'hui, je l'ai bien développé. Et à l'époque, quand je commence à développer ça, je développe en premier lieu ce que j'appelais un indice d'apport créatif. Ok. Donc là, ça tournait plus autour des dribbles, des lignes cassées par la passe, etc. Et tout ce qui nécessite à être, tu vois, d'avoir une certaine inspiration, on va dire. Et en fait, alors je crois que c'est en 2022 que je fais ce tweet-là. Je fais un tweet pour dire que au sein de l'Olympique Lyonnais, il y a Ryan Cherki, qui est, tu vois, top 10 de mon indice d'apport créatif, donc top 10 sur tous les joueurs des 5 premiers championnats. Et le deuxième meilleur joueur de l'équipe dans cet indice-là, c'est Maxence Cacré à ce moment-là, et il est 195e, tu vois, quelque chose comme ça. Donc, qu'il y a un grand gap, et que peut-être que Lyon manque de joueurs créatifs. Et en fait, à cette époque-là, Cherki, c'est un joueur ultra clivant. Enfin, même quand est-ce qu'il n'a pas été clivant finalement, tu vois, il a souvent longtemps divisé, tu vois, il a vraiment mis tout le monde d'accord il n'y a pas très longtemps, et moi j'ai toujours plus ou moins été dans le train. Je pense que c'est le joueur sur lequel j'ai fait le plus de vidéos sur ma chaîne, etc. Et en fait, à ce moment-là, donc, ce que j'essaye d'expliquer, c'est pas que Cherki est le meilleur joueur du monde, c'est même pas de mettre Cherki nécessairement en avant, c'est d'expliquer qu'il y a un gap entre lui et Cacré, et que ça manque peut-être de créativité. Comme je te dis, c'est l'époque où Cherki t'envoie des talonnades, il rend le ballon à l'adversaire, des trucs comme ça, il est super frustrant, il peut énerver. Donc déjà le tweet commence direct à cliver un peu, même au sein des supporters. Ouais, la preuve que les stats ça sert à que dalle, machin. Ok, j'ai pas dit. Est-ce que c'est écrit Cherki est le meilleur joueur du monde? Est-ce que c'est écrit Cherki est décisif? Est-ce que c'est écrit Cherki fait toujours les bons choix? C'est écrit Cherki est un joueur extrêmement créatif. Est-ce que c'est faux ça? Non, ça a toujours été vrai. Tu vois, qu'il soit bon ou pas, ça a toujours été vrai. Et à partir de ce moment-là, je vais me coucher, parce que ce tweet-là, je pense, je le fais dans la soirée. Je vais me coucher. Je me lève et je vois 870 notifs, quelque chose comme ça. Tu vois, le petit. Depuis ce moment-là, j'ai enlevé les notifs Twitter, mais je le vois sur mon logo Twitter 876, un truc comme ça. Ouh là là, bon, Twitter, plein de notifs, tu sais tout le temps que c'est mauvais signe. Oui, carrément. Donc, j'ouvre l'application et je vois Daniel Riolo et Sidney Govou, tu vois, qui sont sur mes côtes. Donc, en fait, à ce moment-là, Sidney Govou avait répondu à mon tweet en disant arrêtez avec vos stats de merde. Ouais, Sidney Govou, il peut être. Waouh, tu vois. Ouais. Donc ok, cool, tu vois, ça me touche, hein, moi. Ça, c'est mon travail personnel, j'y passe 10 heures par jour et tout. C'est un mec public normal, qui a de la notoriété. En plus, ce que j'aime pas trop, tu sais, il y a pas mal de gens connus qui se dédouanent en disant, tu sais, par exemple, ils vont te critiquer publiquement et après des gens vont venir t'insulter, ils vont dire ouais, mais c'est pas de ma faute, je leur ai pas demandé de t'insulter. Non, mais c'est de la conscience. C'est de la conscience, on sait qu'aujourd'hui c'est ce que ça ramène, tu vois. Donc Sidney Govou qui dit ça, et en fait Riolo qui vient valider en com en disant ouais, t'as bien raison, il nous saoule, je sais plus ce qu'il dit. Donc de là, le tweet fait un engouement énorme, tu vois. À cette époque-là, le tweet, je crois qu'il fait 1 200 000 vues, ce qui à mon échelle, tu vois, à ce moment-là, j'ai peut-être 10 000 personnes qui me suivent. Donc un nombre de notifs incalculable. Et en fait, grâce au ciel, heureusement que Monsieur Riolo est venu valider les propos de Sidney Govou, parce qu'en fait, Riolo, c'est quelqu'un qui est tellement clivant et qui est aussi tellement... Il est très apprécié par certains, mais tellement détesté par d'autres, qu'en fait, ça fait contre Uno, le truc, tu vois, contre Cums, tout ce que tu veux. Et en fait, c'est eux qui se font tailler à mort en disant, mais en fait, vous venez détruire, tu vois, le moral d'un gars qui passe sa vie. Parce qu'en fait, à ce moment-là, en gros, moi, je screen ça déjà pour pouvoir le garder au cas où les commentaires soient supprimés ou quoi. Je screen mon post plus leur réponse, et en fait, je republie. Et j'explique ma réalité, tu vois, je dis je trouve ça pas cool de venir me m'attraper comme ça publiquement, j'y passe 10 heures par jour, c'est ma passion. En plus, vous remettez en cause les statistiques avancées, c'est une grosse erreur parce qu'en fait, la plupart des gens disent que les stats servent à rien, que c'est, par exemple, ça met pas en avant les joueurs de l'ombre et tout, mais si, là justement, je mets en avant des joueurs créatifs qui se voient pas forcément dans les buts et les passes décisives ou des choses comme ça, tu vois, et c'est ce que permettent les stats parce que ça, on en a pas parlé, mais c'est vrai que la plupart des gens
un des biais qui fait que les gens pensent que les stats c'est nul, c'est qu'ils pensent encore aujourd'hui en Big 2025 que stats égale but et passe décisive. Oui, c'est ça. Il y a genre 10 000 stats, tu vois, à l'heure actuelle. Donc si n'importe quel joueur de l'ombre peut être mis en avant par les statistiques, et que tu vois, par exemple Benzema, tout ce qu'il pouvait apporter hors des buts, c'était mis en avant dans les statistiques avancées. C'est juste qu'il faut s'y intéresser. Et du coup, tu vois, je fais un pavé là-dessus. En fait, le pavé, t'as tout le monde à l'époque, je me rappelle, que ce soit même des journalistes ou des gros influenceurs Twitter et tout, qui me repartagent, ça me donne de la force à fond, ça me fait trop plaisir, je reçois plein de messages de soutien, etc. Ouais, franchement, à ce moment-là, ça a été, il y a eu un avant et un après. Et en fait, au lieu de me prendre une sauce et que ça me desserve, en fait, ils m'ont amené une méga force parce que eux sont peut-être clivants et pas forcément toujours appréciés. Et du coup, 10 000 abonnés en une semaine. Et en fait, il y a vraiment eu un avant et un après parce que c'est à partir de ce moment-là que j'enlève les notifs Twitter, que j'arrête de répondre à tous les DM. En fait, avant, je me fixais là-dessus en disant je veux pas qu'on pense que j'ai pris la grosse tête, je vais répondre à tout le monde, etc. Mais en fait, là, j'entre dans un truc où j'essaie de le faire. Mais en fait, je reçois tellement de trucs que je craque, j'arrivais même plus à aller sur Twitter. Je me dis, vas-y, il faut que je change mon approche parce que je peux plus avoir la même approche que quand il y avait 50 personnes et que je pouvais discuter avec tout le monde et répondre à tout le monde, tous les commentaires sur tous mes posts, etc. Malheureusement, j'aimerais pouvoir, mais faut accepter la réalité que ça devient impossible au bout d'un moment. Et ouais, il y a un avant et un après ce moment-là. Donc en fait, au début, ça part sur une sauce, je me sens pas bien et tout, et au final, c'est un grand pas en avant. Donc merci Sydney, merci Dani, finalement. Et merci pour les travaux. Mais tu vois, ça, mais c'est sûr que c'est la plus marquante parce qu'il y en a plein qui m'ont connu à travers ça. Ça a été une sorte de, pas private joke, mais tu sais, une sorte de blague qui est souvent revenue et tout pendant un moment, etc. Donc ouais, c'est sûr que c'est ce moment-là. Ok, bon, si ça se termine plus positivement que ça a commencé, c'est quand même plutôt bien comme ça. C'est ça. Exactement. Et l'avant-dernière question, c'est plus, souvent, j'invite des gens qui doivent avoir des avis foot. Bon, toi, ça peut être un petit peu plus différent parce que justement, tu peux te détacher à travers les datas, mais peut-être que tu en as eu. Justement, la question que je pose, c'est si tu as eu un avis foot à un moment que tu juges aujourd'hui qui est plus trop vrai et sur lequel tu t'es trompé un petit peu, ça serait lequel ? Ça, c'est sûr qu'il y en a, tu vois. Il doit y en avoir même 50, tu vois. Enfin, entre le moment où j'ai découvert le foot et aujourd'hui, évidemment, tu vois, ma vision a changé. Mais je pense que pour essayer de rester dans le thème, je peux peut-être te donner un avis data, tu vois. Une data dont je me suis beaucoup servi et que je trouve inutile aujourd'hui. C'est les passes clés, tu vois. En fait, les passes clés, pendant longtemps, j'ai essayé de le mettre en avant, je m'en suis servi, etc. Et d'ailleurs, c'est une stat qui a beaucoup plus de visibilité qu'elle ne devrait, selon moi. Parce qu'en réalité, les passes clés, ça désigne une passe qui précède le tir d'un coéquipier. Et je pense que déjà le terme est mal choisi parce que par passe clé, la plupart des gens s'imaginent que c'est une passe qui a significativement apporté, a fait une différence significative, ou alors qui a créé une opportunité nette de but. En gros, une passe qui aurait dû être décisive. Non, ça s'appelle grosse occasion créée. C'est une autre stat qui existe, que moi j'utilise tout le temps, du coup. Mais la passe clé, c'est aussi peu pertinent qu'une passe décisive. Pareil, moi les passes décisives, je trouve ça inutile au possible. Pourquoi ? Parce que, en fait, comme je dis souvent, il y a des passes décisives qui offrent des buts, et il y a des buts qui offrent des passes décisives. Exactement. C'est-à-dire que Messi Busquets contre le Real Madrid dans Ligue des Champions, Messi qui vient chercher le ballon dans les pieds de Busquets qui marque. Merci Busquets pour les travaux, mais je suis pas sûr que la passe a changé grand-chose, tu vois. Mais pourtant, ça lui compte une passe décisive. C'est pas pertinent, tu vois, à prendre en compte. Et les passes clés, c'est pareil. En fait, si t'es avec des joueurs autour de toi qui tirent beaucoup à vue, qui tirent beaucoup de l'extérieur de la surface, etc. En fait, tu vois, je me rappelle une rencontre. Je crois que c'est Jack Grealish avec City, une rencontre. Je sais pas si c'est pas de Ligue des Champions, où il donne 8 passes clés. Tu vois, c'est partagé beaucoup sur les réseaux sociaux et tout. Quand tu regardes en détail sur les 8 passes clés, je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui sont hors de la surface, sur des tirs hors surface. La passe, elle apporte pas grand chose, tu vois, ça fait pas une diff de malade. Donc je m'en suis servi pendant longtemps et plus j'ai étudié la stat, moins je l'ai apprécié. Et en fait, c'est surtout qu'à l'heure actuelle, t'as des stats qui sont meilleurs pour évaluer la qualité de dernière passe ou la capacité à faire des différences. Donc pourquoi s'en servir ? Si tu veux évaluer la capacité créative à faire des différences par la passe, tu prends les passes transperçantes, passes qui cassent les dernières lignes. Ça, parce que ça nécessite un timing, une vision. Si tu veux évaluer la capacité à donner des dernières passes, tu vas prendre les grosses occasions créées par la passe. Et ça, pour faire peut-être un dernier petit point, autre notion aussi que j'ai essayé de nuancer avec le temps et au fil des visionnages,
c'est qu'il y a une grande confusion entre donner des passes décisives et être un joueur créatif. Les gens, dans l'imaginaire collectif, pensent que c'est la même chose. Et tu vois, par exemple, un bon exemple dans votre équipe, il y a Rafinha. Exactement. Rafinha, l'an dernier, il donne beaucoup de caviar. Il ressort premier d'Europe dans les grosses occasions créées par la passe, c'est-à-dire dans les passes qui devraient être décisives. Je crois qu'il en donne 52, c'est presque un record. C'est énorme. Mais en fait, la plupart des passes en question sont soit sur des coups de pied arrêtés, des centres, ou des centres en retrait quand il se projette dans la surface et il va servir un coéquipier à côté de lui. Exactement. Est-ce que ça nécessite d'être créatif, d'être ingénieux? Pas forcément. Et dans cet aspect-là, Pedri, qui pourtant a moins de passes décisives, même moins de grosses occasions créées par la passe, est beaucoup plus créatif, je pense, a beaucoup plus d'instinct, de vision. Yamal aussi, par exemple. Et il ne faut pas confondre donner des passes décisives et être un joueur créatif. Ça n'a pas grand-chose à voir en soi. Il faut aller plus profondément dans qu'est-ce que la créativité. Tu vois, par exemple aussi Bukayo Saka, qui est un joueur qui donne beaucoup de caviar, etc. Mais sur des centres, tu vois, sur centre en hauteur, etc. Il est meilleur dans cet aspect-là, mais tu vas rarement le voir casser 2-3 lignes par la passe, faire des extérieurs du pied comme Yamal, tu vois. Et ça, c'est une grosse confusion. Donc, si je devais donner quelque chose sur lequel j'ai beaucoup évolué dans ma manière de voir les choses, ce serait sur ça, sur l'apport des passes clés, sur la dernière passe en général, tu vois. Et puis totalement d'accord avec toi sur Rafinha. J'avais dû même faire partie des gens qui avaient commenté quand tu avais envoyé des trucs sur Rafinha et tout. Parce que, encore une fois, comme tu dis, il y a cette confusion-là. Et en fait, le problème, c'est qu'encore une fois, quand tu dis que c'est pas trop ça, les gens ils vont penser que tu es anti-Rafinha, mais tu n'es pas anti-Rafinha. Tu expliques juste que c'est ça. Si tu regardes les passes de Rafinha, certes, tu regardes même ses XG passes ou je sais quoi, tu vois. Forcément, il a des stats hautes, mais quand tu regardes les zones dans lesquelles il est fait, que ce soit sur coup de pied arrêté ou dans la surface, comme tu as très bien dit, en projection, finalement, tu peux pas le mettre au même niveau que, je sais pas, une passe, comme tu l'as dit, transperçante ou un truc comme ça. C'est pas exactement la même qualité, tu vois. Et remettre ça en perspective, ça veut pas dire pour autant qu'on dit que Rafinha est nul et que Rafinha ne sert à rien. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Les gens sont trop... Je dis souvent, tu sais, ils sont touchés, c'est presque vexés. Alors que c'est un joueur qu'ils ne connaissent pas, le joueur ne les connaît pas, leur avis n'aura aucune influence sur sa carrière, calme-toi, tu vois. Et oui, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que ce que j'ai souvent vu revenir, quand je partageais à l'époque les données de grosses occasions créées par la passe où Rafinha était premier la saison dernière, c'était MDR et dans la commu ça dit qu'il apporte pas beaucoup dans le jeu, tu vois. Mais c'est pas dans le jeu. La plupart de ses passes elles sont dans la surface adverse, dans le jeu. Et c'est comme la notion de playmaker, tu vois. Ça c'est un truc qui m'énerve. La plupart des gens relient la notion de playmaker aux joueurs offensifs, tu vois. Et en fait pour moi ou juste aux passes décisives. Par exemple, Rafinha est un playmaker. Pour moi, le playmaker par définition fait le jeu. La plupart des playmakers sont des 6 ou des 8. Je vois pas le playmaker nécésairement comme un 10 obligatoirement ou un joueur qui a beaucoup de passes décisives. Pedri est un playmaker d'exception. Tu vois, c'est des choses qu'il faut essayer de relativiser, ça, quand même. Exactement. Et pour la dernière question, qui va plus encore une fois reporter sur toi et tes chaînes, etc., ce serait quels sont tes objectifs pour le futur? Tu nous as un petit peu teasé ce qui peut se passer en décembre. Est-ce que tu vas un petit peu nous en dire plus? Ou est-ce que tu gardes le mystère? Bien évidemment, tu as le droit. Et sur le plus long terme, quels sont un petit peu tes objectifs par rapport aux différents contenus que tu peux produire? Je vais juste garder le mystère parce que la vie m'a appris que quand tu utilises des trucs trop forts et que ça floppe derrière, tu es un petit peu déçu. Déjà, là, rien que de dire ça, si ça se fait pas, je vais avoir les boules. Normalement, c'est sûr. Mais tu vois, de base, pour te dire, ça devait déjà être en décembre dernier. Et je l'avais teasé, etc. Et ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, j'essaie de prendre un peu de recul. Mais dites-vous que juste, c'est quelque chose, en tout cas, qui va pouvoir être acheté. Pas très cher. Hein, et que ça a un lien avec mon travail. Voilà. Après, c'est... Ce qu'on peut me souhaiter... à terme d'arriver à en vivre, c'est vu le temps que j'y ai sacrifié et tout ce que j'y donne, j'aimerais bien, tu vois, pouvoir souffler un petit peu. Et je demande pas des 1000 et des 100, hein, vraiment juste de pouvoir en vivre simplement, ça me va. Je suis pas quelqu'un, enfin tu vois, j'ai une vie plutôt simple, je suis quelqu'un d'assez simple. Et non, sinon, si on doit dire des choses concrètes, que ce projet-là puisse voir le jour, que ça intéresse des gens. Je me donne même pas d'avis chiffrés ou de réussite, mais juste que j'ai des bons retours, tu vois, que ça ait porté ses fruits. Et puis, en tout cas, que je puisse continuer à me développer sur YouTube. Alors, il faut savoir que je suis
je suis pas monétisé sur YouTube, je l'ai été pendant un temps, mais comme ma société a fermé, pour plein de raisons, du coup là actuellement je suis plus relié à une société, donc je suis plus monétisé depuis 2023, donc je gagne rien, là c'est du contenu bénévole à 100%, comme je suis plus monétisé, et quand tu deviens monétisé et partenaire YouTube, tu es plus mis en avant. Là actuellement je suis quasi shadowban, il y a beaucoup de mes abonnés qui voient même pas mes vidéos, etc. et tout. Donc c'est très frustrant aussi le rapport entre le temps de travail que je donne et parfois tu vois la visibilité que ça peut avoir me fout un peu les boules, tu vois, je vais être honnête, parce que je sais que ça peut intéresser, j'ai souvent des bons retours quand les gens le voient, mais il faut que les gens le voient et YouTube ne m'aide pas du tout là-dedans. Donc, alors là, en gros, là, j'ai créé une auto-entreprise et je suis en train d'essayer de reprendre la main là-dessus, mais c'est une galère de transvaser le compte sur un autre. Je suis en discussion avec Google, ils te répondent à 3h du mat dans la nuit, c'est pas terrible. Et en fait, donc je vais essayer de faire au mieux, mais que tout ça puisse un peu s'aligner, que je puisse récupérer la main mise sur YouTube, récupérer un peu de visibilité, que voilà, le travail porte ses fruits. Et puis après, j'aimerais, ça fait longtemps, les quelques personnes qui me suivent sur Twitch, je fais un stream tous les 36 du mois et c'est terrible parce que j'adore l'interaction que j'aime beaucoup échanger avec les gens. Ouais, c'est cool. Tu sais en plus on fait du scouting en live, je vais sur Wisecout, je prends un joueur que les gens connaissent pas et on se fait des rencontres et tout, tu vois, comme je te disais, ciblé, donc 15 minutes sur un match, donc on peut se faire une dizaine de matchs. On kiffe, vraiment pour moi c'est un vrai kiff et selon moi ça apporte énormément, mais je peux pas le faire beaucoup parce que alors c'est aussi lié au fait que du coup, comme je te dis, je suis en coloc avec c'est un couple en gros actuellement. Je peux pas faire des streams le soir, je tout le temps. Tu vois, là par exemple, j'ai dû m'adapter à un moment où ils sont pas là tous les deux pour qu'on puisse avoir la vidéo à ce moment-là. Donc il y a pas mal de contraintes. Le fait de pouvoir en vivre me libérerait de certaines contraintes et me permettrait de pouvoir être plus libre. Mais j'aimerais continuer à me développer sur YouTube, Twitter, pouvoir beaucoup plus échanger sur Twitch. Franchement, Twitch, ce serait quelque chose que j'aimerais développer, mais pour l'instant, en l'état actuel avec Joss, c'est pas forcément possible. Et puis le projet là de décembre, que ça se passe bien et comme prévu, quoi. Trop bien. Écoute, c'est tout ce qu'on va te souhaiter. C'est tout ce qu'on te souhaite pour ça. On croise les doigts, on touche du bois, on prie pour ceux qui ont besoin de prier pour ces projets-là. Donc voilà. Écoute, là-dessus, je vais te dire un énorme merci pour toutes ces informations. Il y avait du contenu, il y avait des choses, on a bien mangé avec toutes les informations que tu nous as données. J'espère que ton profil aussi pourra, pourquoi pas, intéresser des gens qui peuvent se lancer là-dedans, parce qu'il y a plein de gens, je pense, qui sont intéressés par ça, que ça intéresse la data, le football. Et voilà, ton profil est une certaine forme d'exemple aussi pour certains, voilà, aussi de persévérance. Donc voilà, n'hésitez pas à vous appuyer là-dessus, sur cette expérience que vous avez devant vous, parce que je pense que voilà, ça peut aider pas mal de gens. Et voilà, un grand merci à toi d'avoir été présent. N'hésitez pas surtout aussi à vous abonner aux différentes chaînes. Et il y a différents types de contenus, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Est-ce que tu as un petit dernier mot à dire, toi, de ton côté ? Merci pour ta sollicitation, la force que ça va donner et que tu donnes à travers ça. J'ai toujours apprécié nos échanges. Comme je dis, merci pour ce que tu as pu m'apporter là par rapport à l'analyse défensive. On apprend de tout le monde, il faut pas hésiter à le dire. Et puis oui, effectivement, n'hésitez pas si vous voulez jeter un œil à la chaîne YouTube, à la vidéo dont j'ai parlé précédemment, qui retrace un peu mon expérience. Ça pourrait aussi vous faire mettre en perspective certaines choses. Actuellement, on voit beaucoup sur les réseaux des influenceurs qui partagent un peu du contenu du type si tu veux, tu peux, ça va marcher, la persévérance paye toujours. Ouais, mais des fois ça met du temps et c'est bien aussi d'avoir des exemples de gens qui galèrent. Moi, ça fait 5 ans que je galère un petit peu, tu vois, et d'avoir des retours comme ça, se dire ok, je suis pas le seul à galérer, et aussi avoir des retours sur peut-être les erreurs à ne pas faire, etc. Parce que forcément t'en fais, tu vois, quand tu apprends tout seul, quand tu te développes. Mais ouais, écoute, toi je te souhaite aussi le meilleur pour la suite. Merci pour cette vidéo, ça fait toujours plaisir de parler un petit peu de foot. J'espère que ça aura pu apporter à ta communauté, et puis voilà, écoute, qu'ils vivent aussi le meilleur de leur côté, et puis une bonne fin d'année 2025. Ouais, c'est trop bien, donc n'hésitez pas, je vais mettre le lien de cette fameuse vidéo en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, parce que comme on l'a très bien dit, voilà. Des fois, il y a des petits coups un petit peu plus difficiles, etc. Et il faut être réaliste par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à regarder toutes ces informations-ci. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Là-dessus, on va vous souhaiter très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao. Salut.